Bonjour mesdames et messieurs, ça me fait tellement plaisir d'être ici avec vous ce midi. Pendant que vous mangerez, j'aurai le plaisir de vous présenter les 10 commandements de la gestion de crise. À la suite de la présentation, qui devrait durer environ une demi-heure, il y aura une période de questions. Et vous pouvez envoyer vos questions par courriel dans la fenêtre qui est située sous l'écran. Alors s'il vous plaît, manifestez-vous nombreux et mon collègue André Lavoie va compiler les questions à la fin et je répondrai à celles qui se manifestent le plus souvent. Alors, pourquoi j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui? Eh bien, je vais me permettre de vous présenter l'ordre du jour. On va se présenter, on va ensuite définir qu'est-ce qu'une crise versus un enjeu. On va passer au travers des 10 commandements que vous avez peut-être vus dans votre revue Leader. Il y a un article dans l'édition de ce mois-ci qui porte sur ces 10 commandements, mais on aura l'occasion d'aller un peu plus loin. On va ensuite voir 2 études de cas, retenir quelques grands principes et ensuite vous laisser la parole pour vos questions. Alors, qui nous sommes? Je me permets de me présenter très rapidement. Pourquoi j'ai le plaisir et l'honneur d'être avec vous aujourd'hui? C'est que j'ai une expérience de quelques années, je dirais pas quelques dizaines, mais oui, ça commence à se compter comme ça, en communication. J'ai commencé comme avocate en droit corporatif et commercial. Par la suite, j'ai été attachée de presse ministérielle au gouvernement du Québec avant de réintégrer l'entreprise familiale que j'ai quittée pour fonder ma propre firme et j'ai racheté l'entreprise il y a une quinzaine d'années ici. Au cours des années, j'ai eu le plaisir de former avec mon équipe plusieurs centaines de personnes en formation média, mais je donne également des formations de divers types, dont la gestion de crise, le réseautage et autres. Nous sommes une firme fondée donc par ma mère, Josette Massy-Forget, qui l'a fondée en 1982. Nous regroupons une quinzaine de professionnels de tout type d'horizons, les médias, le droit, les affaires publiques et évidemment le monde de la communication. Et nous offrons des services variés. Je n'entrerai pas plus en détail là-dessus. Vous avez sûrement envie d'entendre parler de notre sujet principal. Alors, notre mission en tant qu'agence, en tant que cabinet conseil, c'est d'offrir des services pour accompagner nos clients dans diverses situations. Ma pratique, personnellement, se concentre beaucoup dans la gestion d'enjeux et de crises et la formation de porte-parole. Alors, commençons sans plus tarder dans le vif du sujet. Un enjeu versus une crise. Alors, une crise, c'est une situation qui exige une réaction rapide et immédiate et qui monopolise beaucoup de ressources dans une organisation. Une crise doit être traitée avec énormément de sérieux et avec un processus très rigoureux. Il y a différents types de crises. On parle notamment de crises externes, de crises internes. On va voir tout à l'heure quelques exemples de ces 2 types de crises. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un mode réactif. Ce qu'on essaye de faire le plus souvent, c'est de traiter la crise avant qu'elle ne survienne, et c'est-à-dire au niveau de l'enjeu. En faisant une bonne évaluation de la situation pour une entreprise ou une organisation, ou une association, quel que soit le type d'organisme dont on s'occupe, on est capable de déterminer plusieurs cas types de situations qui pourraient survenir et évaluer les réponses à donner à ce type de situation. Ça permet d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, surtout au niveau des approbations, des processus d'approbation. Alors, pour les prévenir, on retient ça, identifier les enjeux et les traiter avant qu'il ne soit trop tard. On voit depuis quelques années un nouveau visage dans les crises. Auparavant, on avait des diffusions de nouvelles, par exemple au bulletin de midi, de 18 h, de 22 h. Mais évidemment, ça a changé complètement avec l'information en continu, à la télévision entre autres, et surtout avec les médias sociaux. Donc, on a ici quelques-uns de ces outils. Il y a certaines crises qui sont exclusivement sur les médias sociaux, mais les crises les plus importantes se répercutent également dans les médias traditionnels. Et il y a un effet d'entraînement que vous avez sûrement déjà constaté dans votre vie quotidienne en tant que lecteur, que consommateur d'informations. On va voir comment traiter les différents niveaux de crise dans quelques instants. Pour revenir à l'article, donc, les 10 commandements, le premier commandement, tu activeras ta boule de cristal. Donc, je mentionnais tout à l'heure, c'est important de savoir que dans une situation de crise qui est très difficile pour une entreprise et une organisation, il faut avoir identifié les enjeux. Donc, on essaye de préparer le plus possible les situations qui peuvent se produire. Alors, ça se fait de différentes façons, en identifiant des crises qui nous sont déjà arrivées ou des récentes décisions de gestion qui sont survenues et qui pourraient avoir un impact sur les différentes clientèles, internes ou externes, c'est-à-dire les clients, les parties prenantes, les élus.
On va voir également quel genre de clientèle cela peut influencer. Et on examine également ce qui arrive avec nos concurrents. Et ça peut être au niveau local, mais ça peut être au niveau national et même au niveau international. Parce qu'on aura peut-être à répondre à des questions sur des situations qui affectent à l'extérieur même de notre territoire, des grandes tendances, par exemple. Alors, quand on parle de crise, on parle d'effet multiplicateur. Une petite situation qui est quand même assez minime à l'origine peut prendre une ampleur insoupçonnée si elle est mal gérée. D'où l'importance de se préparer adéquatement. Alors, le deuxième commandement, tu planifieras. Se doter d'un plan de gestion de crise ou d'enjeu est essentiel et c'est surprenant de voir le nombre d'organismes qui ne disposent pas d'un tel plan. Je vous mentionnais tout à l'heure qu'il était possible en général d'identifier les enjeux et de prévoir en conséquence. Quand on prépare un plan de gestion d'enjeux ou de gestion de crise, on identifie en général une dizaine de situations qui pourraient survenir, qui sont les plus susceptibles d'affecter l'organisation. On n'est peut-être pas capable de tout prévoir, mais il y a des grandes catégories et ça nous permet de préparer les outils adéquatement et de les compléter évidemment aux besoins selon les spécificités de chaque situation. Ensuite, évidemment, il y a des experts dans le domaine et je ne parle pas nécessairement d'experts en communication, je parle d'experts que ce soit en ressources humaines ou dans des situations d'urgence ou dans le domaine bancaire, évidemment, c'est ce qui vous affecte, le domaine aussi corporatif ou le domaine associatif. Il y a des experts qui peuvent donner un input extrêmement utile dans ces situations-là. Et ensuite, on identifie le niveau de crise pour y allouer les ressources nécessaires. Et quand je parle de ressources, on n'est pas juste dans les ressources financières, on est aussi dans les ressources humaines, les ressources stratégiques. Alors, comment se prépare-t-on? En général, on prépare dans ce plan, on appelle ça un SWOT en anglais, en français un FFOM, donc force, faiblesse, opportunité et menace. Donc, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quelles sont les opportunités, quelles sont les menaces qui pourraient survenir et on essaye de répondre à chacune des catégories en utilisant la catégorie qui fait part de nos forces. Donc, pour prévoir questions-réponses, messages clés, contenu. Ensuite, on prévoit une cellule de crise multidisciplinaire. Évidemment, elle doit être adaptée à la nature de la crise. C'est-à-dire que c'est une crise au niveau organisationnel. On n'aura pas besoin nécessairement d'avoir un expert en sécurité informatique. Vous voyez où je veux en venir. Une bonne connaissance de la culture de l'entreprise au sein de la cellule de crise est essentielle. En général, il y a quelqu'un aussi des ressources humaines pour diffuser l'information aux bonnes personnes et s'il y a lieu d'informer les employés, les dirigeants, les différents paliers tels que nécessaire. Évidemment, conseiller juridique est essentiel et le porte-parole est aussi essentiel, conseiller en communication. Voilà, nous avons aussi l'identification des publics pour transmettre les bonnes informations. Alors ça, évidemment, il faut avoir analysé la crise. Selon le type de crise, il y aura des publics différents. Et là, une petite liste, c'est évidemment, ça peut affecter les clients, les employés, les décideurs, les médias, évidemment, quand on est au niveau de la crise, il faut toujours les garder en tête, les parties prenantes et, par exemple, les associations de consommateurs, etc. Et évidemment, les élus. Les questions clés à se poser. Alors, qu'est-ce qui se dit sur nous? Qui sont nos publics? Comment peut-on les rejoindre? Et quels sont les outils par lesquels eux communiquent? Et quels sont nos outils à nous? Pour essayer d'avoir évidemment la meilleure adéquation entre les outils que nous allons utiliser pour répondre à leurs outils et faire en sorte de donner l'information qui va être de nature à répondre à cette crise. Ensuite, on crée des contenus. Les contenus, on prépare sa documentation selon, on a dit, approximativement 10 scénarios qu'on a identifiés. Évidemment, ça peut être beaucoup plus selon la nature des opérations. Il peut y avoir aussi des enjeux régionaux et des enjeux nationaux. Là. On n'a pas les mêmes enjeux partout à travers une organisation comme celle des Caisses populaires Desjardins, bien sûr. Et ensuite, on valide cette information pour qu'elle soit déjà préapprouvée. Parce que lors de la survenance d'une crise, on n'a pas le loisir, je dirais, de faire en sorte de revalider chaque élément. Il y a certaines choses qui peuvent être déjà préparées d'avance et on ajuste le reste au meilleur des connaissances de la cellule de crise et des décideurs de l'entreprise.
Ensuite, pour créer des contenus, on se sert évidemment du FFOM, donc force, faiblesse, opportunité, menace. Et un bon monitorage est essentiel pour savoir ce qui se dit sur nous en temps réel, tant dans les médias traditionnels que dans les médias sociaux. Donc, ça prend évidemment des équipes qui sont bien outillées. Ce n'est pas le moment de mettre en place une surveillance comme celle-là. Lors de la survenance d'une crise, ça passe vraiment trop rapidement. Ensuite, évidemment, développer l'expertise, et notamment l'expertise en tant que porte-parole. Si on doit s'adresser aux médias ou l'équipe qui va répondre dans les médias sociaux doit avoir cette expertise parce que ce n'est pas le temps d'apprendre sur le tas. Et on consulte évidemment les experts adéquats aux besoins. Alors, le processus de monitorage et de veille stratégique, je l'ai mentionné, c'est important de faire un monitorage très pointu et très efficace pour être capable de, s'il y a par exemple de la mauvaise information ou des rumeurs qui commencent à circuler, qu'on puisse y répondre rapidement et tuer la problématique nouvelle dans l'œuf. Alors, ça, je pense que tout le monde comprend bien que c'est important de savoir exactement ce qui se passe, qui dit quoi. Et s'il y a, par exemple, des experts ou des tierces parties qui interviennent pour donner une information et que celle-ci n'est pas adéquate, eux vont être interviewés régulièrement par les médias ou vont intervenir à travers leur blog ou leurs médias sociaux. Mais c'est important de leur fournir la bonne information, qu'ils puissent eux-mêmes se corriger. Ensuite, la veille stratégique, on peut faire évidemment une analyse, on établit une stratégie, tant dans les médias traditionnels que sociaux, selon le cas. Et ça va être important de ne pas amplifier la crise non plus. On va voir tout à l'heure, voilà, comment on évalue la visibilité du canal et comment on répond en fonction de la visibilité du canal. Alors, en se tenant informé de qui dit quoi par quel moyen, on peut être en mesure d'évaluer est-ce que cela vaut la peine de répondre à ce moment-ci, à ce niveau-là, ou est-ce qu'on va simplement amplifier la crise? Alors, c'est une question, je dirais, de jugement et d'expérience qui permet de savoir est-ce qu'on réagit, si oui, de quelle façon, et parfois on peut décider aussi de ne pas réagir ou de réagir seulement par certains canaux. Une petite diapo que j'aime beaucoup, c'est un expert américain qui a établi un benchmark, en bon français, un tableau d'évaluation de l'ampleur d'une crise en se basant sur l'évaluation des ouragans. Alors, on a plusieurs niveaux et c'est important, quand on communique, par exemple, avec un bureau-chef ou des supérieurs, de dire, écoute, on est à une crise, on est en ce moment au niveau 1, ou attention, on est au niveau 3. Donc, d'affecter les ressources adéquates selon le niveau de la crise. Donc, le niveau 1, par exemple, quelqu'un se plaint d'un service ou d'une décision d'affaires de l'entreprise et ça a un retentissement minimal. Donc, on sait que ça existe et évidemment, on effectue un bon monitorage pour savoir comment ça se passe. On peut faire des interactions, je dirais, privées avec cette personne ou ce groupe, mais on n'a pas encore d'interaction au niveau public. Un niveau 2, cela prend de l'ampleur dans les médias sociaux et il peut y avoir un certain début d'impact dans les médias traditionnels. Au niveau 3, ça peut devenir exponentiel en ligne. Par exemple, si une personnalité publique décide d'en faire un cheval de bataille ou si des personnalités décident de prendre position, ça peut être de toutes sortes de façons dans les médias sociaux, mais ça peut être aussi dans les médias traditionnels, des médias, des journalistes qui souvent ont des articles, par exemple, dans les imprimés et aussi un blog et des commentateurs, des chroniqueurs dans certains médias qui sont très influents. La catégorie 3, la catégorie 4, c'est la catégorie 3, plus des impacts financiers et réputationnels. En fait, ça peut être l'un ou l'autre, mais en général, les impacts réputationnels peuvent avoir une conséquence financière, évidemment. Et là, si on augmente et si la crise perdure, ça peut arriver à un niveau 5. Et je citerai l'exemple de Volkswagen, par exemple, qui, à mon humble avis, est une crise qui a atteint un niveau 5 et même peut-être un niveau 6 si jamais il y avait des décisions d'affaires importantes qui touchaient aux emplois à l'interne de l'entreprise. Donc, des impacts financiers, des impacts réputationnels extrêmement importants qui ont amené des réactions à différents niveaux de l'entreprise. Mais il y a des crises, il y en a tous les jours. On en voit dans la plupart des médias et dans les médias sociaux. Pas toujours des niveaux qui se rendent jusqu'à 5, mais il y en a quotidiennement. Il ne faut pas oublier aussi que l'actualité, ça passe très vite. Alors, un élément qui peut être l'histoire de l'heure une journée, s'il est bien traité, va être contrebalancé le lendemain par une nouvelle histoire. Ensuite, le 8e commandement,
tu entretiendras d'excellentes relations avec les parties prenantes. Alors, quand je parle de parties prenantes, de qui parle-t-on? On parle, par exemple, de groupes, de consommateurs, de citoyens, de professeurs d'université, de chaires d'études universitaires, il y a des élus, il y a des regroupements d'élus, etc., des associations d'affaires, bien sûr. C'est très important d'avoir avec eux des relations cordiales, de les tenir informés de nos activités, d'avoir un dialogue je dirais, de confiance pour faire en sorte que si une crise survient, ces gens-là se sentent à l'aise de communiquer avec nous et nous avec eux. Que cette confiance qui fasse en sorte aussi qu'ils se disent, mais écoutez, je suis certain que, s'ils ont un appel d'un média, par exemple, que la décision a été bien évaluée. Laissez-moi aller aux sources avant de me prononcer parce que je connais les dirigeants et que je sais que les décisions ne sont pas prises à la légère. Ce que vous me dites me surprend. Il doit y avoir des raisons qui ne sont pas encore connues. Ce genre de relation, évidemment, ça ne s'établit pas dans les minutes qui précèdent une entrevue. C'est un travail de moyenne à longue haleine et ça s'établit par, évidemment, du temps et de l'investissement bien sûr, des membres de l'organisation. Ensuite, évidemment, la présence dans les médias sociaux, ça ne se crée pas immédiatement. Il faut bien l'établir. Et j'ai vu que, notamment, les Caisses populaires Desjardins avaient des centaines de milliers de j'aime dans Facebook. Plusieurs caisses ont leur propre compte Facebook. Sur Twitter, il y a un mot-clic, le hashtag Caisse populaire. Il y a déjà une présence. Si c'est une crise, il faut évidemment savoir identifier dans les médias sociaux s'il y a un nouveau mot-clic qui se crée pour être capable de répondre et que les gens qui recherchent de l'information utilisent le même mot-clic. Mais ça fait partie de tout l'entretien qu'on fait avec les parties prenantes, bien sûr. Et voir aussi ce que les parties prenantes vont avoir indiqué dans leurs propres outils de médias sociaux pour être capable ou de les relayer, là, de les partager ou de corriger s'il y a lieu, bien sûr. Ensuite, les influenceurs, c'est un peu comme les parties prenantes, mais on parle plutôt d'individus, professeurs d'université, d'anciens politiciens qui sont maintenant des commentateurs, certains journalistes. Ça peut prendre différentes formes. D'établir des contacts avec eux, de bien les alimenter également. Et avant, la gestion de crise était faite par les relations publiques via les relations médias et la communication interne et le marketing. Avec l'avènement des médias sociaux, évidemment, il faut suivre tout ce mouvement, suivre ces influenceurs-là également à travers leurs propres outils. Et la plupart des entreprises, maintenant, sont présentes dans les médias sociaux. Ensuite, je pense que j'en ai déjà parlé. Donc, pourquoi bâtir des relations avec les influenceurs avant la survenance d'une crise? C'est pour obtenir leur rétroaction à propos d'une approche ou d'une façon de faire ou les motiver à devenir des relayeurs positifs d'informations. On peut aussi faire la même chose avec des employés qui peuvent devenir d'excellents ambassadeurs de l'organisation. Et ce sont des relations à moyen et à long terme, bien sûr. Ensuite, il faut prévoir les ressources humaines, financières et technologiques. Quand on a une crise, en général, la crise se passe pendant un moment où les gens sont moins disponibles. Ça se passe le soir, un week-end. Le président ou la présidente ou le directeur ou la directrice est en voyage ou souffre d'une extinction de voix. Il y a toujours un élément aggravant lors d'une crise. Donc, il faut être capable d'avoir un plan B selon le cas, et également que l'équipe de crise ait la latitude nécessaire pour prendre des décisions, ou alors avec un niveau minimal et efficace de validation. Donc, est-ce qu'on peut avoir un budget si c'est nécessaire de prendre une publicité dans certains médias locaux ou même nationaux, en collaboration s'il y a lieu avec les supérieurs, bien sûr. La teneur des messages qui seront relayés dans les médias sociaux. L'équipe, si elle doit répondre rapidement, est-ce qu'elle sait dans quelle zone de confort elle travaille? Le porte-parole, est-ce que c'est quelqu'un qui est habitué dans des situations difficiles? Parce que ce n'est pas la même chose d'annoncer, par exemple, des ristournes ou de bonnes nouvelles que d'annoncer des nouvelles un peu plus difficiles. Donc, on essaye d'avoir en place une équipe qui est autonome, qui est polyvalente et qui est bien outillée.
évidemment, au niveau des médias sociaux, également d'avoir les bons outils de recherche, d'évaluation, etc. Ensuite, et c'est le 10e commandement, tu coordonneras, mesureras et évalueras les activités. Parfois, on a une certaine tendance à vouloir oublier après une crise, de dire, bon, on passe à autre chose, c'est fini, fiou. Malheureusement, l'idéal, c'est plutôt de faire un retour, de laisser peut-être la poussière retomber, tout le monde dormir un peu, mais de faire en sorte d'évaluer la façon dont ça s'est passé. Est-ce que l'information a été relayée aux bonnes personnes? Est-ce que la cellule de crise était bien adaptée à la situation? Est-ce que les messages ont été bien reçus? Est-ce que l'information aux relayeurs d'informations, aux employés, s'est bien propagée? Est-ce que les attentes qu'on avait par rapport à certains départements ou certaines personnes a été à la hauteur? Évidemment, dans un but constructif et dans le but de faire mieux face à la survenance d'une, on l'espère qu'elle n'arrivera pas bien sûr, mais à la survenance d'une autre crise. Et cette expérience-là, si elle est locale, peut être partagée avec d'autres, évidemment, et c'est très important avec une entreprise de l'ampleur et de la qualité de Desjardins, que tout le monde soit bien au courant, bénéficie de l'apprentissage, évidemment. Donc, ce post-mortem-là, je vous dirais, à ne pas oublier. Là, on a quelques cas. Je vous disais tout à l'heure qu'on allait voir un cas où la situation de crise est venue de l'externe et un cas où la situation de crise est venue de l'interne. Alors, commençons par la situation externe. Et je vous parle de Maple Leaf, ça fait quand même quelques années, mais je tenais à vous en parler parce que c'est la première grande crise où les médias sociaux ont été impliqués. Il y en a eu évidemment de multiples depuis, mais c'était un cas extraordinairement difficile, évidemment pour l'entreprise, mais également pour les consommateurs et les organismes de réglementation, puisque des cas de contamination ont fait en sorte que des produits, de la viande, des viandes tranchées, préparées, contenaient, si je me rappelle bien, de la listériose et ont fait en sorte qu'il y a eu plusieurs décès. Et ce qui s'est passé, c'est que souvent, les entreprises ont tendance à retenir l'information dans des cas comme ça ou à faire preuve de beaucoup de circonspection parce qu'elles ont un peu peur de donner de l'information. Leurs avocats, souvent, vont leur dire « ne parlez pas trop, on ne veut pas admettre la faute, ça peut peut-être se retourner contre nous ». Dans cette situation-là, je vous dirais que la situation a été vraiment très bien géré du point de vue des communications. C'est le président lui-même qui a, je ne vous présenterai pas la vidéo, mais ça se trouve assez facilement sur YouTube, qui a exprimé ses excuses et qui a expliqué comment l'entreprise allait faire en sorte que cette situation-là ne se reproduise plus jamais, qu'ils avaient vraiment pris la situation au sérieux et que c'était réellement un changement qu'ils allaient apporter, ou plusieurs changements qu'ils allaient apporter dans leur procédure. Donc, c'était vraiment une prise en main de la réputation de l'entreprise par le plus haut dirigeant. Là, évidemment, dans une crise de ce niveau-là, qui est une crise de niveau 5, c'est le président qui a été le porte-parole principal. Évidemment, il y avait des porte-paroles additionnels selon le cas, mais ça, c'est un élément dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Selon le niveau de crise, on peut attribuer des porte-paroles de différents niveaux hiérarchiques. Et ça, c'est important de le savoir parce que on ne veut pas qu'il y ait tout le temps... En général, on garde les présidents ou les présidentes pour les situations ou les meilleures ou les pires. C'est-à-dire qu'il y a une gradation dans l'attribution du rôle de porte-parole. Il y a aussi un cas dont vous avez peut-être entendu parler, peut-être pas. C'était une crise qui était née sur les médias sociaux. Il y avait eu des critiques de certains consommateurs, surtout des consommatrices, à l'effet que certains pantalons créés par cette grande marque de vêtements, de yoga, sport, etc., quand les femmes les mettaient, ils devenaient un peu transparents, translucides. Ce qui n'est pas toujours l'idéal pour des pantalons, quand on fait du yoga, etc. Et le président a émis sur Twitter un commentaire à l'effet que les pantalons n'étaient pas faits pour toutes les femmes. Évidemment, il y a eu un contre-coup énorme de la part de la population féminine, à l'effet que c'était probablement plus une erreur de conception du vêtement que le fait que les femmes n'avaient pas le corps qui allait avec le produit qui était vendu. Ça a été géré, je vous dirais, avec beaucoup de maladresse. Et un mois plus tard, le président de Lululemon, qui était aussi le fondateur de Lululemon, a démissionné. Alors, il y a eu tout un travail de communication et de marketing qui a dû être fait avec les consommateurs pour redorer l'image de la marque qui en avait pâti.
Évidemment, ça s'est répercuté, bien sûr, sur les revenus de l'entreprise. Alors, les grands principes à retenir: bien comprendre la situation, bien se préparer, effectuer une analyse avec les bonnes personnes autour de la table, adapter le message au fur et à mesure qu'il évolue. Ça peut vouloir dire adapter le porte-parole, mais également les contenus selon les décisions de l'entreprise. Bien communiquer avec transparence, et ça, on ne le dira jamais assez. Il faut utiliser un langage simple, bien sûr, pour que les gens comprennent. On peut utiliser des tierces parties. On peut demander aux employés d'intervenir comme ambassadeur, mais c'est très important de faire preuve de transparence et d'humilité, je dirais. Ça se sent beaucoup, ça, dans le ton de la communication. Et finalement, d'effectuer une rétroaction, le fameux post-mortem dont je vous parlais. Alors, je pense que j'ai terminé cette présentation. Je pense que ce sera à vous maintenant avec vos questions. Mon collègue André Lavoie, maître André Lavoie, est avec moi. Et j'espère que nous avons été tellement clairs qu'il y a peu de questions, André. Est-ce que c'est le cas? Oui, je crois que c'était très, très clair. Mylène, d'ailleurs, la question que M. Martin Desrosiers du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-de-la-Madeleine posait était avant le 8e commandement. Et je suis convaincu que le 8e commandement y a répondu. Il demandait la différence entre les publics et les parties prenantes. Alors, je ne sais pas si tu veux revenir là-dessus, Mylène. Bien sûr. Mais écoutez, parfois, ce sont les mêmes. C'est une très bonne question, M. Desrosiers. Évidemment, dans une présentation de cette longueur, c'est un peu difficile d'aller voir tous les cas potentiels. Mais des parties prenantes sont des gens, des groupes qu'on connaît et avec qui on peut travailler en amont. Et les publics, c'est un peu plus large peut-être. Alors, quand on parle de public, il y a les publics internes, là, employés, partenaires, fournisseurs, élus, décideurs, associations d'affaires, etc. Et les parties prenantes ne sont peut-être pas toujours l'ensemble des publics que l'on a. Alors, c'est une question de situation, je vous dirais. Alors, la prochaine question nous vient de Marc Bouchard de Kamouraska, Chaudière-Appalaches. Et c'est intéressant parce qu'il y a une autre question d'une personne qui ne s'est pas nommée puis qui en fait, touche un peu le même sujet. Je ne sais pas si tu te rappelles, les fermetures de centres de services dont on a entendu parler dans les médias récemment. Alors, ce qu'on nous dit, c'est effectivement c'est un sujet qui est très émotif pour les gens, particulièrement dans les petites communautés du Québec, où on voit véritablement ces centres de services-là comme étant essentiels. Et souvent, les gens voient, dans le fond, le centre de services comme à la base de la pérennité de leur communauté. Et on nous demande comment est-ce qu'on pourrait changer la perception de cette culture-là et également, est-ce qu'on a des conseils pour bien gérer les réactions de la population qui sont souvent, on l'a entendu, négatives dans les différentes communautés? Mais écoutez, je dois vous dire que j'ai évalué la situation d'un œil externe de professionnels en communication et j'ai trouvé que Desjardins et ses membres, ses porte-parole avaient extrêmement bien géré la situation. Dans le sens que j'ai entendu plusieurs entrevues avec des directeurs de caisse locales qui expliquaient la situation, qui expliquaient l'utilisation qui était faite des guichets en personne via les transactions qui se faisaient par Internet et qui ont, à mon avis, fait en sorte que la situation s'est désamorcée d'elle-même. J'imagine le travail énorme que ça a pris au sein de l'organisation pour faire en sorte d'abord d'ouvrir les livres un peu, parce que ce travail, cette décision d'affaires-là, cette décision organisationnelle avait certainement été prise avec beaucoup de sérieux, connaissant Desjardins et connaissant aussi évidemment, la source des caisses populaires Desjardins, le fait que c'est vraiment, ça s'est né à un niveau très local et c'est devenu une grande organisation qui a encore un niveau humain très développé et qui la distingue d'ailleurs de tous ses concurrents bancaires. Donc, d'expliquer dans des termes très simples. Et j'ai même entendu à la radio, il me semble que c'était à Radio-Canada, un directeur qui faisait une tournée avec le journaliste auprès de certains clients qui disaient eux-mêmes, ben moi, je fais des transactions beaucoup par Internet, c'est en train de diminuer, ça ne m'embête pas, etc., etc. Donc, cette transparence-là, le fait de rendre des porte-paroles vraiment sur place, là, donc au niveau local. On n'a pas fait parler quelqu'un dans un bureau déconnecté d'une situation. On a fait en sorte de faire parler les gens qui connaissent vraiment la situation, qui sont capables de dire, mais écoutez, nous ici, c'est pas ce qu'on voit.
il y a quelques personnes, sans vouloir mettre de blâme sur ces personnes qui ont fait des commentaires négatifs à propos de la décision, mais dans le très grand, dans la grande perspective, les clients sont au courant, ils sont bien outillés, ils sont très à l'aise avec la situation. Moi, je pense que ça a été vraiment une bonne façon de faire, et c'est de répéter les messages par tous les moyens possibles, de faire en sorte que les gens qui se présenteraient, par exemple, sur les lieux, les intervenants avec les clients, aient les bons messages, qu'ils soient bien formés, qu'ils soient bien à l'aise pour expliquer les messages, faire preuve d'empathie, être sympathique avec les gens, mais d'expliquer les raisons et d'expliquer aussi que les décisions sont prises en toute connaissance de cause, dans le meilleur souci de la clientèle. Et je pense qu'on parlait aussi de quelques succursales uniquement, donc de limiter la problématique et de ne pas en faire un cas qui se répercuterait à outrance, alors que c'était quand même relativement limité. J'espère avoir bien répondu à la question. Tout à fait. Alors, justement, tant qu'à être dans les réactions aux façons de faire, bonne façon de faire de Desjardins, on nous demande de commenter les réactions de Desjardins lorsque des pannes majeures du système informatique surviennent. Je pense que, d'abord, Desjardins n'est pas la seule. C'est arrivé à de nombreuses institutions bancaires. Et ça arrive également dans d'autres secteurs, les compagnies de cartes de crédit, enfin bref, ce sont des situations très malheureuses. Ce qui est important, c'est de garder à l'esprit qu'il faut communiquer l'information. Et ça, je pense que Desjardins le fait très bien. Au niveau interne, par contre, je ne suis pas avec vous, mais j'imagine que l'information se communique aussi pour que vous puissiez informer vos clients, évidemment à travers vos employés. Personne n'est à l'abri d'une attaque informatique. Les pirates sont souvent un pas en avant des développeurs, malheureusement, et des spécialistes en technologie. Il y a énormément d'entreprises qui en sont victimes. Évidemment, quand il y a des dommages ou des conséquences pour la clientèle, par exemple, si une hypothèque devait passer et qu'il y a une pénalité parce qu'elle n'a pas été payée suffisamment à temps, ou même chose pour un paiement de carte de crédit automatisé ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de cas que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Évidemment, de faire en sorte pour une entreprise comme la vôtre, d'assumer peut-être certains des frais ou de faire en sorte d'annuler certains frais, ce sera perçu avec beaucoup de sympathie par la clientèle, mais évidemment, il y a les mesures du possible et vous n'êtes souvent pas la source de la problématique. Alors, il y a toute une évaluation d'affaires sur les coûts, sur la rentabilité de l'entreprise qui doit être faite. Mais évidemment, ce sont des situations malheureuses qui vont survenir, j'espère pas à vous, mais qui surviennent régulièrement un peu partout. Alors, on nous demande également, et je crois que ta présentation a été très claire, mais on peut rajouter peut-être un petit peu. Il y a peut-être des gens qui nous ont pris en cours de route aussi. On peut peut-être aussi rajouter, on nous demande quels conseils on devrait donner aux porte-paroles pour bien gérer une crise, mais vraiment cibler les porte-paroles peut-être plus spécifiquement. Oui. Écoutez, les porte-paroles, on donne une formation d'une demi-journée spécifiquement sur comment devenir un bon porte-parole en gestion de crise. C'est pas facile de s'adresser à des médias qui ont parfois une idée préconçue. C'est pas facile de rester sur le message et de ne pas donner une information qui est accessoire et qui va être reprise, elle, citée dans un reportage plutôt que l'information qu'on pensait être la plus essentielle. Ça se pratique. Un porte-parole ne doit pas être mis en situation lors de la survenance d'une crise, idéalement, doit avoir une expérience auparavant. De préférence, doit avoir un lien aussi avec les médias, un lien de confiance qui vont faire en sorte que le média, si le porte-parole donne une information, que le média l'utilise parce qu'ils ont le loisir de couper et de prendre hors contexte ou de ne pas utiliser l'information comme telle. Donc, le porte-parole doit être empathique. Je pense que c'est important aussi que ce soit réel. Une empathie de forme, dire oui, nous sommes vraiment désolés, bon. Il faut que ça se sente et dans le ton, et dans le visuel, et dans, que ce soit la télé, la radio, ou même dans l'écrit, via les médias sociaux.
d'exprimer vraiment notre préoccupation pour le bien-être de nos membres, de nos clients, de la collectivité en général, selon le cas de la crise. Le porte-parole doit être aussi conscient des différents pièges, parce que s'adresser à un média, c'est pas avoir une conversation avec un individu ou un groupe d'individus. Donc, il y a des façons de revenir à l'essentiel, il y a des façons de répéter le message. C'est pas la même façon de faire quand on a, par exemple, une entrevue de 5 ou 7 minutes en direct dans un média, à la télévision ou à la radio, ou qu'on a une entrevue où le journaliste va en sortir un clip de 20 ou 30 secondes. Donc, il y a des techniques qui sont extrêmement pointues pour être le bon porte-parole et véhiculer le bon message. Alors, nous avons M. John Leroy qui souligne que, justement, avec les médias sociaux, on a vraiment là un lot incalculable de commentaires, de réactions de la part des membres sur des sujets aussi variés que les heures d'ouverture, les frais d'administration, etc. Et il demande comment est-ce qu'on doit réagir. Est-ce qu'on doit le faire d'une façon globale là, de la part de Desjardins ou est-ce qu'on doit le faire au cas par cas? Dans le fond, comment est-ce qu'on peut, tout en demeurant neutre, répondre aux commentaires de la clientèle sur des questions de cette nature-là? Oui. Alors là, je pense qu'on va revenir à l'identification des niveaux de la crise. Par exemple, c'est une crise, on s'entend, ce ne sera pas une crise, mais quelqu'un se questionne sur le fait que les heures d'ouverture, à son avis, ne sont pas adéquates. Si c'est quelqu'un qui fait un commentaire sur Twitter, on peut lui répondre, peut-être s'abonner à lui répondre par message privé. Évidemment, on ne peut pas nécessairement lui passer un coup de fil parce qu'on n'a peut-être pas... là, il faudrait vérifier avec le légal si on est capable ou non d'avoir ses coordonnées courriels ou autres, ou s'il est connu dans une succursale pour lui répondre de façon individuelle. On peut aussi répondre une réponse plus générale qui peut intéresser un plus grand nombre de gens qui suivent. Mais si c'est un tweet, par exemple, qui est relayé par 5 ou 10 personnes qui ont chacune une cinquantaine de personnes qui les suivent, je vous dirais qu'on garde ça au niveau 1. C'est peut-être pas nécessaire que Desjardins au complet tweet à ce sujet-là. Donc, il y a moyen vraiment de limiter les canaux pour essayer d'être un peu plus précis. Ce sont des questions qui reviennent régulièrement. Et puis, dans ce tweet, on peut aussi référer, par exemple, à une page du site Web qui explique les décisions des heures d'ouverture ou certaines autres décisions d'affaires. Donc, vraiment bien évaluer, est-ce que c'est une tendance très limitée qui va exiger une réponse vraiment pointue, ciblée sur une personne, ou est-ce que c'est un élément qui intéresse un plus grand nombre de personnes et qui a attiré des partages et qui est susceptible d'obtenir une grande visibilité. Alors, vraiment, l'adéquation entre l'interaction initiale, le canal de réponse, parce qu'on ne veut pas nous-mêmes mettre de l'huile sur le feu. Alors, je crois que ça clôt un peu les questions, mais il y a des questions peut-être d'ordre un peu plus technique qui nous sont posées. Il y avait Mme Francine Pellerin qui nous demandait si on pourrait avoir accès à la présentation éventuellement, et on est à peu près convaincus que oui. Oui, et donc, tout à fait. Et à ce moment-là, on répondra là, à vos questions ultérieurement à ce point de vue. Et également, on nous demandait si on pourrait réécouter la conférence, et on nous dit qu'effectivement, que la conférence va être disponible en rediffusion sur le site de l'ADGC. Alors, voilà qui clôt un peu. Je vais rafraîchir quand même tout de même ma tablette une dernière fois, Mylène, pour être certain qu'on n'a pas d'autres questions. Mais là, pour l'instant, voilà toutes les questions qui nous ont été posées. Ça m'a fait très plaisir, ça nous a fait très plaisir de partager ce lunch avec vous. J'espère que cela vous a été utile et n'hésitez pas s'il y a des questions ou des commentaires. L'article est également dans la revue Leader. Et je remercie toute l'équipe technique qui est ici et qui a permis la diffusion impeccable de ce webinaire. Merci messieurs, merci mesdames.